Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour un nouveau podcast avec Gaëtan qui du coup est un entrepreneur qui habite dans mon condo. Donc il est développeur Angular spécifiquement, il gagne pas mal d'argent et on va parler du coup pas forcément que de développement mais surtout de business, donc comment réussir dans le business. C'est parti. Ok Gaëtan, présente-toi un petit peu déjà pour commencer, qu'est-ce que tu fais dans la vie et t'as quel âge par exemple? Ouais, donc moi j'ai 30 ans, je suis développeur front-end, donc spécifiquement sur Angular, donc en gros je suis lead développeur Angular en freelance. Donc, je travaille pour des clients qui sont en France en ce moment, donc j'habite par contre ici à Bangkok, donc j'ai du full remote. Et en ce moment donc j'ai mon freelancing et à la fois j'accompagne des développeurs à faire la même chose que moi, c'est-à-dire à gagner beaucoup d'argent en étant développeur Angular, comment améliorer leur carrière que ce soit en France, en CDI, ou passer freelance, gagner plus. Et du coup c'est pour ça que je travaille tous les jours, c'est pour vraiment monter cet accompagnement tout en bossant pour mon client. Et voilà, je suis ambitieux et j'ai envie de réussir, tu vois. Du coup, pourquoi est-ce que tu t'es lancé spécifiquement dans le freelance? Qu'est-ce que tu n'aimais pas forcément dans le salariat? Qu'est-ce que tu aimes dans le freelance? Et aussi, qu'est-ce que tu aimes dans le business? Et pourquoi est-ce que tu veux quitter le freelance et pour aller dans un business sur le long terme? Alors déjà, quand tu es développeur en France, tu vois, que tu es salarié, en gros, la moyenne, ça va être de gagner 2500 super net ou 3000 euros super net. C'est la moyenne, en fait, dans ta carrière et tout. Et c'est difficile d'aller plus haut. Et en fait, le freelance, c'est assez spécial pour le monde du développement. C'est que c'est vraiment ultra facile de passer freelance. Tu fais exactement le même métier, sauf que d'un coup, tu gagnes 2 fois plus. Donc déjà, c'est vachement intéressant. Et quand tu gagnes 2 fois plus, l'avantage, c'est que, ok, tu as plus d'argent, ou alors tu as 2 fois plus de liberté. Parce que moi, je sais que la première fois où je suis passé freelance, mon salaire, enfin l'argent que je gagnais tous les jours a tellement augmenté qu'en fait, ça m'a permis de prendre beaucoup plus de jours off. Donc, j'ai pris trop de vacances, tu vois, j'ai voyagé partout. Et mais pour revenir vite fait, genre, pourquoi quitter le salariat et être passé freelance? Moi, j'ai une petite histoire personnelle, c'est-à-dire que avant mon grand-père, il était forgeron, il était employé, et à l'âge de 30 ans, il est passé à son compte, il est rentré dans un petit village, et c'était le meilleur en fait, mon grand-père, parce qu'il optimisait tout et tout. Et du coup, c'est comme ça qu'il s'est vraiment fait un nom, c'est comme ça qu'il a gagné pas mal d'argent aussi. Et ça m'a toujours inspiré, tu vois, son histoire de travailler dur et être à son compte. Et en plus, en vrai, quand tu écoutes tous les coachs business, tous les coachs de vie, ils te disent qu'il faut passer à son compte. Pourquoi? Parce que travailler pour quelqu'un, en fait, cette personne-là, pour qui tu travailles, elle n'a pas vraiment prévu quelque chose pour ton futur. Sauf que quand tu travailles pour toi, là, tu as vraiment le contrôle en fait, de ce que tu fais dans ta vie. Donc c'est plus vraiment pour ça, c'est aussi l'aspect voilà, liberté. Et je savais que je pouvais aller plus loin. Et enfin ouais, c'est pour ça, tu vois. Le salariat, si vraiment tu es ambitieux, il faut forcément le quitter. Et pour la deuxième question, c'est en gros pourquoi passer du freelancing à l'entrepreneurial, accompagner des gens par exemple. Ouais. C'est qu'en fait, quand tu es salarié, on va dire tu es capé, maximum tu vas gagner 80K brut quand tu es en France. Quand tu es freelance, tu doubles ça. Donc de base, tu vas monter à 160 000 K brut. En gros, ça fait on va dire 7 000 euros, 6 000 euros net par mois, ce qui est vraiment pas mal. Mais tu es capé, c'est-à-dire que là, tu peux pas monter plus haut. Tu peux monter si tu arrives à taper des gros TGM de fou, mais souvent c'est difficile. Faut vraiment tryhard et c'est pas sur le long terme. Mais dès que tu veux monter plus haut, faut forcément faire de l'entrepreneurial. Donc c'est pour ça que tu vois, je suis en train de transitionner parce que je trouve que le freelancing c'est cool. C'est en vrai c'est un cheat code, c'est une prison dorée, tu vois, en France. Mais je veux aller plus loin. C'est surtout pour ça. Et donc, c'est surtout sur l'aspect financier ou est-ce que tu avais aussi l'aspect liberté? Est-ce que tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres? Est-ce qu'il y avait des trucs un peu comme ça qui te faisaient chier dans le salariat ou... En vrai, moi, tu vois, le truc des ordres, ça dépend c'est qui me les donne. Tu vois, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont anti-ordre et tout. Genre, ils veulent pas de boss ou des trucs comme ça. Moi, j'ai aucun problème qu'un boss qui est chaud me dise Gaëtan, fais ça, fais ça. Au contraire, en vrai, c'est ultra simple comme situation parce que c'est beaucoup plus facile d'être salarié et de pas prendre de risques et d'être comme ça sur son siège et d'exécuter plutôt que d'être toi-même responsable de ta vie et tu fais des erreurs et il y a que toi qui te plaint. Donc, en vrai, j'ai pas de problème avec le fait d'être un boss. Mais du coup, ouais, en vrai, c'est l'aspect. Faut pas se mytho. Être freelance, d'un coup tu doubles ton salaire, c'est une dinguerie. Parce qu'en plus, quand tu doubles ton salaire, je pourrais aller trop dans les détails direct, tu vois. Mais quand tu passes de 2500 euros par exemple à 5000 euros en France, tu as doublé ton salaire, oui. Donc tu as fait une augmentation de 100%. Mais potentiellement, par exemple, ton épargne, l'argent que tu mets de côté tous les mois ou que tu investis, peut-être que quand tu étais à 2500, tu avais 500 euros d'épargne. Et quand tu passes de 2500 à 5000 euros, potentiellement tu vas épargner maintenant 3000 euros. En fait, t'as doublé ton salaire. Mais t'as fait x4, x5, x6 sur l'épargne que tu fais tous les mois. Donc ça fait qu'en un mois de travail,
tu as autant de résultats que si tu avais bossé 6 mois en salarié. En fait, tu as des cheat codes comme ça dont il faut se rendre compte. Et en plus, tu vois, tu sais, les développeurs, genre moi dans mon monde, les développeurs, on a du mal à parler d'argent. Tu vois, être ambitieux, ça c'est très mal vu. Mais parce que les gens ils se disent ouais, l'argent c'est pas important. Mais en fait, quand tu gagnes vraiment de l'argent, mais c'est une dinguerie en fait. D'un coup, tu trouves tes opportunités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis parti à l'étranger parce que le freelancing que j'ai fait en France, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, tu vois. En fait, t'as plein de trucs comme ça. Justement, ce qui est marrant quand tu dis que les développeurs ils parlent pas trop d'argent, il y a un truc que je trouve vraiment ouf avec les développeurs, c'est que quand t'es salarié, ok, t'arrives à peu près avoir un suivi sur ce que tu fais, ton boss il sait ce que tu fais et tout. Donc il te paye et voilà, il te paye on va dire 2500. Mais j'ai l'impression que quand t'es freelance, t'arrives à vendre un truc 5-7 000 euros en tant que développeur, par mois du coup. Mais le mec derrière, il sait pas trop ce que tu vends et il arrive pas trop à suivre ce que tu fais. Et parfois tu peux vendre un truc qui au final serait fait pour 2-3 000 s'il avait pris quelqu'un d'autre. Mais sauf que toi tu le fais pour 7-8 000 parce que c'est compliqué de savoir est-ce que le code est difficile, est-ce que t'as été plus rapide. J'ai vraiment l'impression que parfois il y a des prix très élevés dans le coding et dans le développement parce que en fait c'est la personne qui va t'embaucher ne sait pas que tu peux le faire pour 2-3 000 et au final elle t'embauche pour 7-10 000 alors que voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, ok. En gros, par exemple, si tu as besoin d'un développeur, à un moment il va te dire tu veux un site web comme ça, tu veux telle feature, tu vas lui dire ok c'est combien, il va te dire 5000 et toi en fait tu sais pas vraiment ce que ça vaut. En fait tu vas devoir accepter. Je vais te prendre un autre exemple par exemple. Si un freelance il fait du montage vidéo, la plupart des gens ils savent que le prix d'un montage vidéo ça va être maximum 50 euros, allez 100 euros tu vois. Et donc ça va être impossible quasiment de vendre un montage vidéo à 500 euros. Mais dans le développement j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas les prix et donc il peut trouver un mec à 100 euros mais vu qu'il connaît pas les prix il va prendre un mec qui va lui dire c'est 500 euros alors qu'en fait c'est 100 euros tu vois. Alors il y a deux sujets, il y a la prestation, tu vois, le fait de coder un truc précis. Et en fait là tu vas pouvoir te baser, tu vas pouvoir quand même analyser les gens en fait ce qu'ils t'apportent ou quoi. Genre par exemple tu veux une feature et tu demandes à 5 développeurs fais-la moi et chacun te donne un prix et tu peux savoir à peu près c'est quoi la moyenne. Ensuite il y a le fait de la valeur qu'apporte quelqu'un et ça en fait c'est un truc assez bâtard quand t'es développeur. C'est que faut savoir qu'un développeur entre un mauvais et un bon ça peut être x10, x20, x50 en termes de productivité, en termes de valeur qu'il t'apporte pour le même temps. C'est ça que je veux dire, pour le même temps. Okay. Steve Jobs, il disait un truc genre un développeur, il peut faire du x50, x100. Tellement l'impact est fou. Et ça fait que moi, tu vois, en fait, c'est très difficile pour nous. Et vu qu'aussi c'est flou, c'est parce que tu sais pas ce que le mec va faire. C'est très difficile pour moi. Je suis assez bon en développement, je suis passionné, j'aime ça, je suis productif, je sais. Mais je sais que la moyenne, par exemple, imaginons la moyenne en France, c'est 500 euros par jour. Même si je suis 10 fois plus productif que la moyenne des développeurs, je peux pas dire, au fait, tu peux me payer 5000 euros par jour. Ça marche pas. C'est-à-dire que tu peux être 10 fois meilleur, mais au maximum, tu vas pouvoir faire du x50%. Du coup, c'est assez compliqué là-dessus. Et donc, du coup, il y a le problème à la fois de côté client qui embauche le développeur, parce qu'il sait pas vraiment son niveau, il sait pas ce qu'il apporte, parce que c'est flou. C'est pas concrétisé au niveau de l'argent, tu vois. C'est pas comme un vendeur. Un vendeur, tu l'embauches, il te fait tu fais du chiffre ou pas. Toi, tu crées une feature. Est-ce que ta feature, elle va avoir un impact sur ton business ou pas? Donc, je sais pas, en fait, c'est un peu compliqué comme sujet. Donc ouais. C'est un peu bâtard. Et toi, Lucas, alors juste vite fait pour rester dans le salariat, parce que pourquoi toi, t'es pas salarié aujourd'hui? Mais rappelle-nous, combien de temps tu es resté salarié quand tu étais salarié? Ouais. Bah, moi, de base, je suis resté salarié 4 mois, je crois. Donc, de base, j'avais fait mon BTS comptabilité. J'avais déjà commencé à créer mon business à côté. Et après, je me suis lancé dans le salariat, en gros. Donc j'étais 1 mois dans une entreprise, puis 3 mois dans une autre. Et au final, je travaillais genre 35 heures par semaine dans mon entreprise. Et chez moi, je travaillais très peu, on va dire maximum 10 heures par semaine sur mon business. Sauf que dans mon entreprise, 35 heures par semaine, et je voyais vraiment la différence où tous les jours j'allais au travail, je me levais, etc. Je fournissais des efforts. Je gagnais 1500 euros à la fin du mois. 10 heures avec mon business où vraiment je faisais ça vite fait. J'étais pas focus là-dedans parce que j'étais un peu KO du salariat. J'avais fait un mois à 1200, 1300 euros alors que vraiment j'optimisais rien quoi. Donc au final je me suis dit bon bah je travaille 35 heures en tant que salarié pour 1500, 10 heures sans rien optimiser, je suis au début 1300. En fait si je travaille 35 heures sur mon business, je gagne 1500 plus tous les mois. Et donc du coup j'ai quitté le salariat. Et après ça c'est un petit peu un secret qu'il faut pas dire mais je vais quand même le dire. En vrai c'est légal mais c'est que du coup bah j'avais fait tout pile le temps nécessaire pour avoir le chômage.
Donc du coup, après, j'avais le chômage et ça m'a permis de lancer mon business avec le chômage. Et en vrai, c'est autorisé et Pôle emploi t'autorise à lancer un business du coup quand t'es au chômage. Mais c'est marrant parce que quand tu vas chez Pôle emploi, du coup, les conseillers, dès que tu dis que tu veux lancer un business, d'un coup, il n'y a plus personne, personne ne peut t'aider, tu vois. Il n'y a aucun mec qui va t'aiguiller et il te donne aucun rendez-vous. Genre, c'est vraiment le truc où il te laisse de ton côté, c'est bien, lance ton business, ça marchera pas, t'inquiète, mais... Ouais, t'as pas d'accompagnement. Non, t'as pas d'accompagnement, t'as pas de rendez-vous et tout, alors que si tu veux trouver un job, là, tu vas devoir faire les rendez-vous. Ils vont te appeler toutes les semaines, est-ce que t'as postulé à des jobs et tout. Dès que tu dis que tu veux faire l'entrepreneuriat, là, c'est... Plus personne ne m'a contacté en 4 mois, quoi. Ouais. Et mais je trouve que tu vois, ils acceptent quand même rapidement. Parce que moi, j'ai eu du coup, quand tu passes de salarié à freelance, tu peux avoir l'aide à la création d'entreprise. Donc tu peux te taper genre 20 000 euros, tu vois, d'aide comme ça. Après, parce que j'ai cotisé pendant des années en tant que salariat. Toi, tu as cotisé de manière plus courte. Tu sens quand même que Pôle emploi, ils sont habitués à avoir des gros branleurs qui veulent pas bosser. Et dès que tu leur dis que toi, tu as envie de créer quelque chose, de créer un business, là, ils te disent bon, ok, pas de problème, on te donne l'argent, pas de souci. Du coup, ouais. Tu vois que c'est un taf qui est social parce qu'ils acceptent très rapidement en fait. Dès que tu veux vraiment bosser. Moi, j'avais pas eu d'aide à la création d'entreprise ou quoi, c'était juste le chômage classique. Ouais. Mais en plus, moi, à l'époque où j'ai fait ça, c'était quand même il y a longtemps. Il y avait peu de gens qui faisaient de la vente de formation, du coaching et tout. Donc quand je dis que je voulais faire de la vente de formation et du coaching, le mec il s'est dit ah ok, le mec il a rien compris, il veut devenir youtubeur, le truc qui n'existe pas, il veut faire son Squeezie. Alors que de nos jours c'est possible, tu vois. Tu penses que le mec il était en mode il fait n'importe quoi. Il le disait, il me le disait. Il me disait ouais non ça marchera pas, personne ne peut devenir youtubeur, c'est quoi ça. Il me disait que le projet n'avait aucun sens, tu vois. Mais ouais, de nos jours je pense que c'est plus simple parce qu'en vrai ils voient que c'est possible et il y a beaucoup plus de gens qui le font. Ouais. Mais moi quand j'ai commencé c'était mal vu d'être youtubeur, limite tu te faisais insulter dans ta classe et tout. Rappelle-moi, c'est un truc de star donc. C'était en quelle année que tu as commencé YouTube? C'était en 2019 je pense, donc c'était il y a 6 ans. Ok. Donc c'était vraiment le tout début de quand il y avait des gens qui commençaient à se lancer dans la vente de formation et tout. Et personne ne connaissait en France et voilà. Pour moi c'est le genre de petits trucs, genre tu vas pas y arriver, des trucs comme ça, tu sais, des petites piques comme ça, tu vas pas y arriver, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Je trouve que ça donne de la motivation, tu vois, pour réussir. Bon, après ce mec, sûrement tu t'en battais les couilles parce que c'est un random, tu vois. Mais tu sais, ça peut être relancer la motivation. Tu sais, moi je suis pas mal orgueilleux. Et du coup, dès que quelqu'un te dit, te pique un peu, t'as envie de dire, je vais te montrer, tu vois, je vais réussir. Tu vois. Ouais. Non, moi les trucs administratifs, c'est vraiment un des trucs que je déteste le plus. Donc j'y vais, mon cerveau est off. J'écoute ce que le mec me dit, je lui dis ok, et après je repars et je fais ma vie et je fais mes trucs. Je sais que c'est pas quelqu'un qui est employé à Pôle emploi qui va me donner des conseils sur comment créer une entreprise, sinon il serait pas employé chez Pôle emploi, quoi. C'est comme, ça fait penser, je crois que c'est une citation de Warren Buffett ou genre un truc comme ça. Il dit, quel est le seul endroit où tu as des salariés qui donnent des conseils à des millionnaires, des milliardaires? C'est dans les banques à Wall Street, c'est-à-dire tu as les banquiers, mec, c'est des salariés, ils vont te donner des conseils d'investissement à un mec qui est millionnaire déjà, milliardaire. Ouais. Comment tu peux donner un conseil qui est pertinent alors que t'es pas du tout dans la situation? Ouais, ça j'ai jamais compris, genre les gens qui t'expliquent qu'il faut investir ici, investir là et au final il gagne 1500 € par mois et il le fait pas lui-même. C'est ça, ouais. Trop bizarre je trouve. Moi il y a une phrase que j'aime bien, c'est quelqu'un qui gagne 2000 € par mois ne peut pas t'apprendre à en gagner 3000. Tu peux pas demander à quelqu'un qui est à un certain niveau de t'apprendre à faire ça. C'est seulement quand un mec il est là, t'es là, il peut t'apprendre à monter jusqu'à lui, c'est tout. Mais tu peux pas faire l'inverse. Et ça c'est très vrai dans l'argent en fait. Mais par exemple un coach de tennis, bah ça peut être un bon coach de tennis si le mec n'a pas été tennisman professionnel, tu vois. Donc c'est différent dans tous les autres domaines. Mais c'est vraiment vrai uniquement dans l'argent ce truc là je trouve qu'un coach ne peut pas te apprendre à faire plus d'argent si au final lui-même il a pas fait l'argent, tu vois. Putain ouais c'est vrai. C'est vraiment très spécifique, alors je sais pas forcément pourquoi. Sûrement parce qu'il y a des blocages mentaux et des nouveaux trucs à débloquer à chaque nouveau palier et que du coup bah c'est différent en fonction de chaque situation et tout, t'es obligé de l'avoir vécu pour savoir. Mais dans le tennis par exemple, bah, c'est un peu plus classique, voilà, tu dois faire ton mouvement, c'est des trucs à apprendre. L'argent c'est vraiment un truc spécifique qui est basé sur l'expérience je pense, donc c'est sûrement pour ça. Ouais, et c'est vraiment, est-ce que t'as du résultat ou pas quoi? Du coup on habite tous les deux dans le même condo. Donc voilà, on s'est rencontrés dans notre condo, donc un rendez-vous entrepreneur de base, on se connaissait pas. Et en fait, on s'est rencontrés dans un rendez-vous entrepreneur et on a remarqué qu'on habitait dans le même condo là-bas. Depuis des mois. Ouais. Et on s'était jamais vu avant et les 3 jours après qu'on s'est rencontrés, on se voyait tout le temps à l'ascenseur ou quand on cherchait la nourriture en bas, c'est assez marrant. Mais du coup, ma question ce serait de te demander pourquoi est-ce que du coup, tu as sélectionné la Thaïlande et Bangkok plus particulièrement. Quels sont les avantages, inconvénients de Bangkok, sans forcément parler ici des gens, mais plus
de la ville et du pays en lui-même? Ouais. Alors déjà, faut savoir que moi, je suis pas comme toi, je me suis pas expatrié dans plein de pays. La Thaïlande, c'est le premier pays dans lequel je me suis expatrié parce que j'ai vécu 29 ans en France, même 30 ans en France. Déjà, tu vois, mentalement, c'est dur. Tu vois, de dire j'ai vécu 30 ans en France, c'est-à-dire que tu as vécu 100% de ta vie dans le même pays, je trouve ça m'a fait bugger. Moi, à la base, j'ai choisi la Thaïlande pour le climat. Il faisait très chaud et j'aime ça. Pour les fruits, il y a tout le monde qui se fout de ma gueule quand je dis ça, mais en gros, moi, quand j'étais en France, j'ai testé une alimentation frugivore parce que j'avais des problèmes de santé ou quoi, et l'alimentation frugivore, ça m'aide beaucoup, tu vois, niveau énergie ou quoi. Et ici, c'est le pays des fruits, c'est Gold Lake. Genre, tu sors de chez toi, tu vas au supermarché, tu croises 10 vendeurs de fruits, ils peuvent te découper les fruits, c'est pas cher, enfin, c'est parfait. Là, t'as les litchis, là, en ce moment, t'as la saison des litchis, Gold Lake. Et donc, t'as les fruits, et par contre, tu vois, l'Asie du Sud-Est ou quoi, j'entends beaucoup parler de gens, tu sais, ils vont au fin fond de l'Asie du Sud-Est dans un truc qui est pas connu. Et moi, je voulais surtout pas faire, tu sais, genre le pionnier qui va à un endroit qui est pas connu encore, qui est pas développé. Moi, je voulais vraiment arriver justement à avoir le confort du développement, le confort moderne, mais dans un pays comme la Thaïlande. Et Bangkok, pour moi, c'est ça. En fait, Bangkok, t'as les avantages d'une capitale, c'est moderne, sauf que c'est dans un pays où le coût de la vie est pas cher, où tout est confortable. En fait, t'as la qualité de vie, rapport qualité-prix qui est godlike, en fait. Et on le voit avec notre condo. Notre condo, si on devait avoir ça en France, déjà, ça n'existe pas. L'offre n'existe pas. Tu n'as pas d'immeuble comme ça, avec une piscine au 37e étage et tout comme ça, des dingueries comme ça, avec la salle de gym et tout, pour aussi peu cher. Enfin, de base, ça n'existe pas. Et si ça existait, ça coûterait, je sais pas, 3 000, 4 000, 6 000 euros par mois. Ouais. Alors que là, on est à moins de 600. Donc c'est pour ça, en vrai, c'est Bangkok aussi, parce que c'est un hub international. Genre, tu peux partir à droite à gauche. Genre, la semaine prochaine, je vais... Enfin, ce week-end, je pars dans une île pendant 4 jours, tu vois, pour vraiment faire un petit truc de vacances. Et ça, en France, tu veux aller partir dans un endroit où il fait chaud. Enfin, ce soir, en France, il fait pas beau. Enfin, c'est compliqué, tu vois, il faut que ce soit l'été. Mais du coup, vu que c'est l'été, autant rester en France. Enfin bref, il y a trop d'avantages. Et aussi, le fait d'être en ville, tu vois, à Bangkok, je sais pas toi, mais... Genre, en fait, je trouve ça très inspirant. C'est-à-dire, quand tu regardes la vue, tu regardes Sukhumvit avec le BTS qui bouge ou quoi, je trouve ça vachement inspirant. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas choisi, tu vois, une petite ville paumée, tu vois. Genre, toi, par exemple, est-ce que Bangkok... Pourquoi t'as choisi Bangkok et pourquoi t'es pas allé à Chiang Mai, tu vois, un truc où c'est un peu plus chill, même s'il y a beaucoup de digital nomades là-bas. Genre, pourquoi Bangkok? D'ailleurs, en plus, pourquoi Bangkok après avoir fait plusieurs pays aussi? Ouais. Bah déjà, pour répondre à la deuxième question, avant de répondre à pourquoi Bangkok, faut savoir que dans tous les pays où j'allais, au bout de entre 4 mois et 6 mois, bah, je me faisais chier et j'avais qu'une envie, c'est de partir et de tester un autre pays ou de retourner dans un ancien pays où j'étais. Mais à Bangkok, ça m'est jamais arrivé. Il y a toujours des trucs à faire, je me suis jamais fait chier et en fait c'est limite l'inverse, et à chaque fois que je pars quelque part, j'ai qu'une envie, c'est de revenir à Bangkok, tu vois. Et ça, il y a vraiment qu'ici que ça me l'a fait. Donc voilà pourquoi je suis à Bangkok, tout simplement. Et en plus de ça, sans même cet aspect-là, tout est optimisé pour le business. C'est-à-dire que tu as des entrepreneurs, il y a les impôts qui sont pas énormément élevés, tu peux avoir une entreprise classique, LLC, États-Unis, etc. Tout est vraiment optimisé. Mais en même temps, il y a les services... c'est quand même une grande ville, donc tu peux te faire commander n'importe quoi. Ah ouais. Tu peux vraiment tout faire pour réussir dans le business, pour pas cher en plus. Donc ça, c'est un peu, on va dire, la différence avec Dubaï, par exemple, qui est un peu similaire. C'est juste que Bangkok, c'est moins cher que Dubaï, tout simplement. Et aussi, il y a des gens différents, etc. Mais pour parler uniquement de la ville. Et ensuite, pourquoi est-ce que Bangkok plutôt qu'une autre ville? Il faut savoir que, par exemple, j'étais aux Philippines. On était aux Philippines ensemble, d'ailleurs. Et Manila, par exemple, c'est très similaire à Bangkok dans les architectures, par exemple. Il y a des buildings, etc. On a l'impression que c'est comme Bangkok, en fait. Sauf que dans la ville, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'âme. Genre, t'as rien à faire, il n'y a pas d'entrepreneur, tu t'amuses pas. C'est pas inspirant, je sais pas. Alors que pourtant, il y a les mêmes buildings et tout. Mais je trouve qu'à Bangkok, il y a vraiment une âme qui t'inspire, ouais, à faire des choses. Et t'as la tranquillité. Genre, je sais pas, moi, mais dès que j'étais aux Philippines, je sentais que j'étais plus en Thaïlande, tu vois. J'étais plus dans le bien-être thaïlandais, sabai, chill. C'est à la fois, c'est plus inspirant Bangkok parce que c'est plus grand, ça a vraiment une identité. C'est Bangkok, tu vois. Manila, ouais, c'est un peu no name, tu vois. Ouais, Manila, c'est juste une ville où il y a des gens qui travaillent dans des buildings. Et je pense que c'est pareil pour énormément de villes. Ouais. J'ai pas encore trop testé le Vietnam avec Ho Chi Minh City, Da Nang et tout, mais je pense que ça doit être similaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé Bangkok et le Vietnam, et comme ça, je testerai et je vous dirai plus tard. Mais ouais, je trouve que Bangkok, ça a vraiment une âme spécifique. Et c'est sûrement la Thaïlande aussi, ouais, avec les gens, la culture. Il y a zéro insécurité. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment optimisé. Et en France aussi, tu disais que, ok, il fait pas beau, etc.
mais il y a aussi tous les aspects qui font en sorte que c'est pas pratique. Par exemple, si tu veux voyager, faut que tu prennes un Uber, imaginons, ou que tu as une voiture, tu vois. Déjà, le Uber, il te coûte. Le Uber, il est à 100 euros. Laisse tomber. Alors qu'à Bangkok, c'est 15 euros, tu vois. Donc, j'ai jamais compris la différence dans les taxis entre les pays pas chers et les pays développés. Genre, tout est à peu près 2-3 fois plus cher. Donc, le loyer est 2-3 fois plus cher, la bouffe est 2-3 fois plus cher. Et les taxis, c'est genre 15 fois plus cher. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que spécifiquement les transports étaient genre 15 fois plus chers alors que tout le reste était 2-3 fois plus cher. Ah, en vrai, si le salaire moyen français est 10 fois plus élevé qu'en Thaïlande, tu te dis que tout ce qui est activité qui prend du temps est 10 fois plus cher en vrai. Non, mais justement, c'est pas le cas. C'est un peu comme les massages, tu vois. Les massages ici, c'est 6 euros, tu vois, l'heure. En France, ouais, c'est 15 fois en fait. C'est ça, c'est 90 euros l'heure, tu vois. En vrai, parce que c'est le temps, je pense, en fait, qui coûte cher en France. C'est Ouais, pas mais seulement ça. Par exemple, la nourriture ou le loyer, etc., c'est pas une aussi grosse différence. Ouais, Sauf que les taxis, c'est vraiment le truc où il y a la grosse différence. Et moi, quand je suis en France, en fait, je ne peux littéralement pas sortir de chez moi parce que j'ai pas de voiture. Et j'ai la flemme de prendre un Bolt ou un Uber à 90 euros pour faire un truc. Ouais, c'est trop chiant. Donc voilà, après, t'as l'avion aussi qui est cher de fou. Genre, tu veux aller de Paris à Strasbourg, ça coûte beaucoup plus cher pour moins de trajet que si tu veux aller de Chiang Mai à Bangkok, par exemple. Donc ouais, tout est pas pratique en fait. C'est pas optimisé quoi. Ouais. C'est vrai que le fait que ce soit pas cher, ça t'incite à beaucoup plus utiliser les services. Et du coup, tu es tellement plus libre en fait. Et du coup, voilà, la vie en fait, pour moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu les choses. C'est que la France, c'est le hard mode. On s'en rend pas compte parce que quand t'es en France, et même t'as cette propagande en France où non mais en France on est les meilleurs, tout va bien, regarde les pays du tiers-monde, ils ont ça, nous on a ça, on a ça. Mais en fait, la vie est trop dure en France. Tu peux pas te faire plaisir. Enfin, les gars, ils partent en vacances 4 semaines dans l'année, c'est tout, tu vois. Ils peuvent pas se faire des dingueries. Genre, s'ils dépensent 500 euros, ça, je sais pas, ils ont une dépense de 500 euros qui apparaissent dans le mois. En France, les gars, ils sont dans la merde. Pour moi, c'est le hard mode. Et la Thaïlande, c'est vraiment le easy mode. Ouais. C'est vraiment ça. Et en plus, quand t'es en mode business, c'est top. Et je vais parler quand même du type de personnes que tu rencontres. Genre, ici à Bangkok, quand tu croises un Français. Bon, il y a deux types de Français en fait. Il y a deux types. Il y a les backpackers, un peu qui sont là en mode à profiter de la Thaïlande uniquement parce que c'est pas cher. Ils veulent vraiment faire plein d'économies et vivre un peu en mode chill, pas de problème. Et il y a ceux qui sont vraiment entrepreneurs, qui utilisent la Thaïlande, la simplicité de la Thaïlande pour créer quelque chose, pour build quelque chose. Et là, ces personnes-là sont ultra intéressantes et il y en a beaucoup. Genre moi, dans le condo, par exemple, le condo où on est, quasiment tout le monde est intéressant. Alors qu'en France, moi, 0% de mon entourage était dans l'entrepreneurial. 0%. Ici, je croise que ça. Et c'est ça que c'est vachement inspirant. Tu vois, d'ailleurs, tu vois, quand j'étais en France, j'étais parti à la campagne, je m'étais un peu isolé et tout socialement. Et j'étais en mode, vas-y, je vais partir en Thaïlande, je vais encore plus m'isoler, tu vois, je vais être solo. Depuis que je suis arrivé en Thaïlande, il n'y a pas un jour où je croise un pote que je me suis fait ici. Je m'entends bien, on parle business, on parle de trucs inspirants. Enfin, ici, je suis trop social, tu vois. C'est la vie. Et pourtant, je suis plus productif, plus de social. Enfin, c'est parfait, tu vois. C'est vraiment une synergie pour que tu te concentres sur tes projets. Ouais. Ouais, il y a aussi les touristes qui sont encore pires que les backpackers. C'est les gens qui viennent, qui profitent, qui foutent la merde parce qu'ils sont en mode je repars. Et eux, ils créent vraiment une mauvaise image des Français. Mais ouais, moi aussi, j'ai choisi Bangkok aussi pour cet aspect-là, en fait. Parce que, ok, tu peux aller dans plein d'autres villes, mais les villes, elles sont pas encore au pic de leur découverte par les digital nomades. Ouais. Donc, par exemple, imaginons que Da Nang, on va dire, au Vietnam, imaginons c'est pareil que Bangkok. Vu que c'est moins connu que Bangkok, il va y avoir moins d'entrepreneurs. Donc, en fait, les gens, il y a des gens, ils vont te dire ah ouais, non, faut aller à Da Nang, c'est moins cher, le rapport qualité-prix est mieux. Ouais, mais... Sauf qu'en fait, t'as pas les entrepreneurs de Bangkok. Donc, au final, si tu vas à Bangkok, t'es à Knai Bridge, par exemple, là où on est. Et il y a plein d'entrepreneurs, des gens à succès. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis dans un condo un petit peu qui a l'air luxe. Pas si luxueux que ça, mais qui a l'air luxe. Parce qu'à l'intérieur, il y a des gens intéressants et tu fais des rencontres. Si tu vas dans un truc, un immeuble random, il n'y aura pas forcément des gens intéressants, tu vas pas faire de rencontres d'entrepreneurs. Donc c'est aussi pour ça que Bangkok, c'est bien parce que, ok, c'est hype et c'est un petit peu au top de ce que ça peut être et tout le monde y va. Mais justement, vu que tout le monde y va, c'est pour ça qu'il faut y aller. Et en France aussi, ce que tu disais, la propagande, il y a vraiment une propagande de fou sur on est les meilleurs, mais aussi sur les autres sont nuls. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent que Bangkok c'est un bidonville et qu'il n'y a aucun building et tout. Ils arrivent à trop bien faire la propagande de ça. Je connais des gens, ils sont en mode j'ai pas envie d'aller à Bangkok, c'est des bidonvilles, c'est de la merde. Nous en France, on a des infrastructures et tout. Et au final, Bangkok est 10 fois plus évolué que la France. T'as l'impression que la France, ça fait 15 ans qu'ils ont rien fait et que Bangkok, ça fait 15 ans qu'ils ont créé des trucs, quoi.
Ok, et toi Lucas, vu que Bangkok synergise bien en fait avec ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu as mis en place des routines, tu vois, de productivité, de bien-être, niveau sport, tu vois, niveau sortie, pour justement que ta vie soit à la fois ultra agréable, mais à la fois ultra productive? Alors, faut savoir que déjà, j'ai pas de miracle morning. J'ai déjà testé des routines le matin, des trucs comme ça. J'ai lu le livre Miracle Morning, j'ai testé différentes routines le matin. Au final, j'ai vu que ça changeait rien pour moi. Il y a pas mal de trucs aussi qui te recommandent de faire du yoga ou de la méditation et tout. Mais moi, ça me change pas grand chose puisque je suis quelqu'un qui est assez calme de base et assez organisé dans mon esprit. Donc, je trouve que j'ai pas forcément besoin de faire ce genre de trucs. Je pense que pour les gens qui sont plus extravertis, qui n'arrivent pas à s'organiser, ça peut être mieux. Donc, au final, j'ai aucune routine stable en termes de. Je fais du yoga, je fais de la méditation, etc. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que tous les jours, je vais faire un certain nombre de choses. Donc, par exemple, là, il va y avoir une skincare que je fais. Donc, ça, c'est une routine. Il va y avoir, par exemple, par semaine, je fais X fois du sport. Il va y avoir aussi le fait que, par exemple, tous les jours, je vais effectuer toutes ces tâches que je dois effectuer pour mon business. Donc, est-ce que c'est vraiment en rapport avec Bangkok? Pas forcément, je pourrais le faire partout. Mais Bangkok fait que tout est faisable pour pas cher et donc tout est faisable. Si j'étais dans un autre pays, peut-être qu'il y aurait certains trucs que je pourrais pas faire parce que, par exemple, je pourrais pas commander tous les jours de la nourriture, donc ça me ferait perdre du temps, donc je pourrais pas faire ci, ça. Là, ce qui est bien, c'est que ça fait gagner du temps vu que tout est faisable, tout est possible, tous les services sont possibles pour pas cher. Donc, tu peux t'optimiser au maximum. Et après, est-ce que j'ai des routines spécifiques? Pas forcément, je fais juste ce que j'ai à faire dans la journée. C'est les plus gros entrepreneurs au final qui te disent ça, c'est qu'il n'y a pas à faire ça, 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 et ça y est, tu as une routine optimisée et tu vas réussir. Tu fais juste ce que tu as à faire tous les jours, tu organises tes tâches par ordre de priorité. Tu as ton objectif long terme et tu sais ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif toutes les semaines, tous les mois et aussi sur le long terme, tous les 6 mois, tous les 1 an. Et après, tous les jours, tu travailles vers cet objectif et c'est tout. Ouais. En fait, c'est assez simple parce que déjà, ce qui est vachement important, c'est d'avoir un objectif clair. Comme ça, tu sais les tâches que tu mets, enfin, pourquoi tu les fais. Et moi, je suis assez d'accord sur le Miracle Morning. Pareil, je l'avais expérimenté quand j'étais en France, il y a longtemps, il y a 4 ou 5 ans. Et pendant 2 mois, je l'avais expérimenté. Genre, tu te lèves à 5h du matin. Pendant 1 heure, tu vois, tu fais genre 10 minutes de méditation, 10 minutes d'étirement, 10 minutes d'écriture, 10 minutes de lecture, des trucs comme ça. Et en fait, ça fait que tu as une putain de routine. Et donc, tu t'es levé à 5h du mat. Et il est 7h du mat, genre 2 heures plus tard. Enfin, tu commences à vraiment travailler. Genre là, et du coup, tu as, entre guillemets, perdu 2 heures. Je comprends l'idée que ça te permet de te mettre dans un mood et tout. Sauf que quand on est à notre niveau, pour l'instant, on n'est pas assez haut pour que être bien mentalement, c'est un impact de fou, tu vois. Et en plus, c'est Alex Hormozy qui disait en fait, enlève ta Miracle Morning. Tu te lèves, tu travailles. Et moi, c'est ce que je fais maintenant, tu vois. Je me lève, je travaille. Je me lève, je prends ma douche, c'est tout. Et je travaille direct. C'est la première chose que je fais. Je réfléchis pas. Et c'est un peu un truc de victime, désolé pour ceux qui font des Miracle Morning, mais je trouve que c'est un peu un truc de victime de se dire ah, mon cerveau il est broken, j'ai trop travaillé, je suis fatigué, faut que je fasse de la méditation, faut que je fasse ci. Non, genre, ok, t'es un peu fatigué, mais tu te lèves, tu continues à travailler, et c'est comme ça, genre tous les jours tu dois faire ton travail. Et faut pas se mettre dans un état d'esprit de victime où, à la moindre opportunité, tu vas te dire bon, là faut que je fasse du yoga, là faut que je fasse une sieste. Genre, faut juste te donner à fond, travailler et faire ce que tu dois faire tous les jours en fait. Moi, je fais souvent, enfin, de temps en temps, des exercices de respiration dans la journée. Mais c'est souvent quand je sens que je me suis trop niqué la gueule avec la dopamine, tu vois, sur le téléphone. Genre j'ai maté trop des shorts et des IG. Et là je sens que j'arrive plus à réfléchir, tu vois. Donc là je vais reset mon corps avec une technique comme ça. Ou alors je vais aller faire un massage. Ça c'est God là qui sait par contre. Tu vas faire un massage, genre tu sais que t'as l'impression que t'es fatigué. En plein milieu de la journée. T'arrives plus à réfléchir. En bref t'es niqué. Tu vas faire un massage. Ça fait que pendant 1 heure t'as pas le téléphone. C'est à la fois du bien-être. Donc tu vas pas à reculons, tu vois. C'est cool d'y aller. Ça coûte pas cher et à la fin tu te sens bien et régénéré et là tu peux reprendre, tu vois. Moi j'ai ces strats, ouais, je disais ça surtout pour parce que tu disais tu fais 2 heures de Miracle Morning et après tu commences ta journée et tu travailles, mais au final la plupart du temps en fait ces 2 heures ne sont pas du tout utiles et c'est des heures de perdu. À la limite 15 minutes par-ci par-là ça peut être ok, mais faut pas abuser, faire 2 heures juste parce que tu dois faire toutes tes étapes, mais au final en réalité dans toutes ces étapes il y a 80% que vont pas te servir et que tu fais juste parce que tu dois les faire en fait. Et c'est aussi, tu sais, il y a le truc work smart, not hard. Il y a du vrai là-dedans, mais les gens ils entendent work not hard, genre don't work hard, ils entendent ça, genre en gros, le nombre d'heures que tu mets dans le travail c'est pas très important. Sauf que moi j'ai vraiment vu que, bon évidemment il faut partir dans la bonne direction, mais
quand tu mets des heures, genre moi quand je mets 4 heures de travail focus au lieu de 2 heures focus, eh ben j'avance 2 fois plus vite. Puis donc moi c'est vraiment corrélé au temps. Et du coup si je me bouffe là 2 heures, parce qu'en plus, donc moi j'ai deux choses. C'est que vu que je suis freelance, donc je bosse 35 heures pour mon client actuel. Donc j'ai une mission longue là depuis longtemps, en full remote. Donc c'est vraiment une super mission, super client et tout. Mais ça fait que ça me bouffe 35 heures dans la semaine. Donc ça fait que le temps que j'ai pour bosser sur mes business, sur mon accompagnement, etc. Ben tu comprends que c'est déjà beaucoup plus réduit. Et le temps il est précieux. Genre je m'en bats un peu moins les couilles que toi. Genre toi t'arrives à être plus chill et tout. Moi c'est un peu plus tendu niveau timing. Et ça fait que chaque minute, chaque heure est utile. Et il faut que je fasse attention. Donc du coup c'est pour ça que je fais surtout pas de miracle morning qui me niquerait, tu vois, genre 2 heures de ma journée, c'est impossible. Si je m'enlève 2 heures, en réalité, je m'enlève la moitié de ma journée parce que j'ai que 4 heures, tu vois, pour bosser sur mon business la matinée, tu vois, avant de commencer pour mon client. C'est ultra important. Moi, je pense que l'un des seuls trucs qui est important, c'est d'avoir une miracle morning, mais plus en termes de santé et d'avoir une routine plus en termes de santé. Ouais. Donc, par exemple, à mon niveau, je le fais pas forcément encore, mais optimiser, faire des tests et tout de médecin et voir quelle pilule tu dois prendre pour être en forme ou quoi, quel est le meilleur truc que tu dois prendre. Ou aussi, la skincare routine, par exemple. Tous les trucs de santé, ou aussi, du coup, faire du sport X fois dans la semaine, faire ci, faire ça, travailler ci, ça, etc. Mais vraiment aussi avoir des analyses poussées avec des experts ou ChatGPT, selon ton profil, pas juste faire des trucs au hasard. Ça peut être un truc intéressant à faire, mais encore une fois, c'est un truc de priorité. Et si pour l'instant, tu es priorisé sur le travail, ça va pas être très intéressant de trop te prioriser sur ça, mais il faut trouver un juste milieu, quoi. Moi, j'ai toujours focus sur la santé, quand même, en vrai, depuis des années. Parce qu'en fait, à 23 ans, tu vois, genre, j'ai fait 5 ans d'études, et j'avais 23 ans, j'ai commencé ma première année de salariat, et à la fin de la première année, j'ai fait mon premier burn-out. Enfin, mon premier, c'est mon seul burn-out. Mais j'ai fait un burn-out direct, alors j'étais ultra jeune. D'habitude, les gars, ils font un burn-out à 50 ans, je sais pas quoi. Mais tu sais, avec le temps qui passe, la génétique qui downgrade au fur et à mesure des années, je pense que les gens, on a des corps qui sont moins forts, tu vois. Donc j'ai fait 23 ans burn-out, et du coup, là, j'ai eu plein de problèmes. Du coup, je me concentre sur ma santé depuis 7 ans, tu vois. Que je fais... Donc là, aujourd'hui, tu sais, je fais des protocoles, je teste toujours des trucs, justement pour améliorer ça. Parce qu'en plus, ça a un gros impact aussi sur ta productivité, sur ton bien-être. Est-ce que tu profites de la vie ou pas? Donc ouais, ça, c'est vachement important. Et moi, je focus toujours autant là-dessus, tu vois. Et du coup, est-ce que tu penses que tu recommanderais à quelqu'un qui, par exemple, a 35 heures, un salariat, et du coup, le soir, est-ce qu'il faudrait plus qu'il focus quand même sur sa santé? Ou il ignore sa santé pendant quelques temps et il focus sur son business au début? Je pense que ça dépend de ses objectifs en vrai. Ça dépend si le mec est ambitieux, si vraiment on focus sur sa santé, ça enlève toute possibilité d'être productif. C'est-à-dire qu'il passe trop de temps sur sa santé. En vrai, c'est chaud parce que des fois, tu sais, quand t'as des problèmes de santé, t'as l'impression qu'il faut que tu te reposes toute la journée. Mais en réalité, c'est rarement ça. Moi, j'avais testé, j'étais en ville à Bordeaux pendant des années, et j'étais en mode j'ai besoin de nature, j'ai besoin de faire vraiment des trucs ultra santé ou quoi. Je suis allé à la nature, j'ai vu que ça changeait pas grand chose. En vrai, il faut être aussi conscient de est-ce que j'ai vraiment besoin de 5 heures de repos pour être en bonne santé. Genre si t'as besoin d'1 heure d'exercice de repos, ça peut suffire, et pendant 4 heures tu bosses. Mais en vrai c'est chaud, après c'est un sacrifice de toute façon. Si tu gambles, t'es en mode ok, je fais un pari, là je vais bosser, je vais être focus sur mes business pour espérer plus tard être beaucoup mieux. Donc en vrai, forcément ta santé elle va en pâtir un peu si tu dois travailler dessus. Comment dire? Je pense que les deux sont importants. Je pense que ça dépend de la force de tes problèmes de santé. Si tu as des problèmes de santé légers, t'en bats un peu les couilles. Quand c'est fort, tu dois forcément le résoudre rapidement. Et ça dépend de tes objectifs. Après, en vrai, je voulais aussi dire plutôt en mode, par exemple, la muscu. Est-ce que tu arrêtes la muscu pendant 1 an, tu focuses sur ton business de fou? Moi, par exemple, j'ai fait ça. Genre, quand j'avais pas les résultats que je voulais, j'ai pas fait de muscu pendant 1 an parce que faire 1 heure de muscu et me rendre fatigué 3 fois par semaine, je trouvais ça beaucoup alors que j'aurais pu travailler sur mon business à la place. Ok. Donc par exemple les trucs un peu plus basiques, un peu plus simples, si tu as des gros problèmes de santé, bien sûr que tu vas focus sur la santé. Mais en fait c'est assez difficile parce que tu sais quand tu es concentré sur ton business ou tu as un lancement de produit, tu as des trucs comme ça, tu as l'impression que il faut que tu mettes 100% de ton temps sur ton business et que tu n'as pas le temps de bouffer 1 heure pour faire du sport, tu vois. Sauf que quand tu regardes des mecs chauds comme Andrew Tate par exemple, le mec il a des problèmes 1000 fois plus gros que les nôtres. Et le mec, il fait toujours sa séance de sport tous les jours. Après, il y a aussi un truc où ça peut synergiser dans ton business aussi, parce que si t'es musclé, que t'as une posture parfaite, les gens vont te faire plus confiance, tu
vas être plus séduisant avec les mecs, mais comme avec les meufs, enfin, avec tout le monde. Et du coup, ça peut synergiser positivement dans ton business. Ouais. Mais et à la fois, tu peux aussi te sentir mieux. C'est-à-dire que prendre 1 heure de ton temps à build un physique qui est stylé, tu vas te sentir mieux. Du coup, tu peux peut-être prendre plus de risques et des meilleurs risques dans ton business. Il y a une grosse synergie. Je pense qu'en vrai, on a tous le temps de faire 3 séances de sport minimum par semaine. Tu vois. Sauf que ouais, des fois, on se prend la tête. Je pense que c'est un truc qui est mauvais. Tu vois. Moi aussi, des fois, ça m'arrive. Je suis en mode, ok, là, je suis vraiment focus. J'ai pas envie de perdre 1 heure pour faire du sport. En réalité, je pense qu'il y a toujours le minimum qu'il faut faire. Genre, faut faire les 1 heure. Même les millionnaires, ils ont 24 heures comme nous, mais ils bouffent toujours 1 heure de leur temps pour faire du sport. Moi, justement, je trouve aussi que c'est l'inverse. Genre, si t'es millionnaire, du coup, forcément, tu vas faire du sport parce que tu vas mettre ta santé en avant. Et dans tous les cas, ton business, il est déjà là, t'es déjà libre financièrement, tu t'en fous un petit peu. Donc moi, c'est plus dans ce mindset-là, je suis en mode, je suis pas libre financièrement, je ne peux pas faire du sport, je mets tous mes efforts sur être libre financièrement. Et dans mon esprit, pareil, genre, je ne pense qu'à ça, tu vois. J'ai vraiment aucune envie de faire autre chose. Et après, une fois que je suis libre financièrement, du coup, là, j'optimise un petit peu mon sport et tout, et limite, je travaille un peu moins. En vrai, parce que t'as l'effet boule de neige qui continue, donc tu gagnes quand même de l'argent dans tous les cas, et tu peux optimiser, tu vois. Je pense que c'est pas bon, en vrai. Je pense que t'es plus productif. Je pense qu'il faut mettre la petite heure de sport, les 3 heures de sport par semaine minimum, tu vois, et ça synergise bien. Ouais. Et c'est que du net positif, le résultat. Je pense que tu vas avoir de meilleurs résultats en faisant le sport, ouais. Mais c'est comme YouTube ou la création de contenu, pour moi qui... En parlant d'ailleurs de millionnaire, est-ce que tu as un objectif de à partir de combien de temps tu vas être millionnaire ou pas du tout, toi? J'évite de mettre des objectifs en vrai en termes de âge et tout, parce que je me dis que si tu l'atteins pas, ça te baise le cerveau. T'es en mode putain, je me suis fait une promesse et tout, faut que ce soit comme ça. Et surtout que tu te rends compte des fois que les choses c'est plus dur que prévu et que ça monte moins vite. Moi je sais que ça fait longtemps que j'essaie de vendre des formations, des trucs comme ça, d'aider les gens à être meilleurs en développement. Mais tu vois, j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Là, ça commence vraiment. Là, je commence à être vraiment rodé. Ça commence à être vraiment pas mal. Donc, j'évite de mettre ça. Mais c'est plus du coup. En gros, toi, la question c'est est-ce que j'ai un objectif de temps, c'est ça? Ouais. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'objectif. Mais le temps, en vrai, je l'ai pas. Même si j'aimerais quand même être millionnaire largement avant 40 ans. C'est important parce que. Si t'es millionnaire et que t'as 60 ans, t'en fais quoi de tes millions? Tu vois, genre, t'es claqué, t'as plus de libido, t'as plus rien. T'en fais quoi? En fait, je pense que le cheat code, c'est vraiment de réussir à gagner beaucoup d'argent tout en étant jeune. Je pense que ça fait une synergie. C'est-à-dire c'est que si t'as une Rolex au poignet à 26 ans, c'est différent que si t'as une Rolex au poignet à 60 ans. Totalement différent. Les gens te perçoivent. Quand t'es jeune et que tu fais de l'argent, les gens ils voient que t'as fait un cheat code. Tu vois. Ils sont en mode putain, ce mec, comment il a fait ça, tu vois. D'ailleurs, c'est là où quand tu passes freelance en tant que développeur, d'un coup, mais tu baises le game français. Parce que d'un coup, t'as minimum 5000 € super net par mois. Ça peut taper jusqu'à 6000, 7000, facile. Et mec, 7000 € par mois en France, c'est que les directeurs, des trucs comme ça qui ont des carrières de 30 ans, qui y arrivent. Donc en fait, tu peux être développeur, faire 35 heures par semaine seulement, et t'es dans le top, je sais pas, 2% des salaires français. Ouais, je pense d'ailleurs que la question est pas forcément la meilleure question possible, parce qu'en fait, la plus grosse différence, ça va pas être quand tu vas devenir millionnaire. Je pense que ça va être quand tu vas commencer à gagner 10 000 € par mois. Si tu gagnes 10 000 € par mois, mais que t'es pas millionnaire, mais que tu sais que tous les mois tu vas gagner 10 000 € et que t'es assez stable, au final t'as la même vie qu'un mec qui a 1 million. C'est juste que ça va prendre du temps pour arriver à 1 million. Et le mec qui est millionnaire, ok, peut-être que du coup, vu qu'il est déjà millionnaire, il va potentiellement avoir une bonne voiture ou une Rolex. Mais le lifestyle c'est le même. Tu gagnes 10 000 € par mois, tu débloques tout, tu peux faire ce que tu veux. C'est juste que ça va prendre du temps à économiser, à créer l'effet boule de neige et à avoir du coup le matériel en quelque sorte. Mais c'est surtout ça, c'est arriver à avoir 10 000 € par mois et à partir de là, au final, ton lifestyle est totalement différent en fait. Moi je dirais, il y a un truc, quand t'es développeur, pour faire la comparaison, je pense que quand t'es full business, toi t'as un business qui est un peu plus libre que moi. En tout cas, pour l'instant, moi je suis en transition, tu vois. Le freelancing, t'es pas vraiment libre, t'as 35 heures, t'échanges ton temps contre de l'argent, tu vois. Donc quand tu gagnes 10 000 € de chiffre d'affaires, tu vois, en freelance, ce qui est facile à obtenir, genre quasiment tous les développeurs freelance, ils peuvent avoir ça s'ils font les bons trucs. En vrai, tu te sens pas si riche que ça, tu vois, parce que si t'arrêtes de bosser, d'un coup, tu tombes à zéro. Et donc je pense que le changement, il se fait vraiment quand t'es de 10 000 à dès que t'es à 20 000, 30 000, mais du coup, tu dois plus faire du freelance. Ouais, faut pas faire de freelance en fait dans le calcul des 10 000. Faut que ce soit ton business ou des revenus passifs, quoi. C'est ça change tout. Ouais. Faut pas échanger ton temps contre de l'argent, quoi. Exact. Et du coup, un développeur Angular, il peut gagner combien en tout dans sa carrière? Alors, si il se concentre pas du tout sur sa carrière, il peut rester à 3 000 € super net toute sa vie. Ce qui est insupportable.
Sachant que souvent, tu as fait des études, tu as un skill qui est quand même assez stylé, tu peux être passionné. Mais en gros, on va dire que la moyenne, souvent le mec, il va commencer en fin d'études ou en fin de formation à 2000-2500 euros super net. S'il reste salarié et qu'il passe lead développeur, tech lead et tout comme ça, il peut peut-être monter à 4000 euros. Mais vraiment, 4000 euros, c'est chaud à monter. Il faut vraiment avoir, je sais pas, 10 ans dans une entreprise et il faut galérer, tu vois. Et t'es pas sûr de l'avoir. Franchement, il y a des gars, ils ont 10 ans d'expérience, ils sont toujours à 3000, tu vois. Dès que tu passes freelance, là, tu vas taper du 5000 euros super net, minimum. Parce que tu vas avoir un TGM, on va dire, de 400 euros par jour, tu vois. Et là, si t'es bon, tu peux monter plus haut. Donc, moi, je sais que, par exemple, j'ai trouvé une des missions, enfin, j'ai réussi à négocier et à obtenir la mission, je pense, Angular, la mieux payée de France, qui a duré 5 mois. Pendant 5 mois, j'étais à 800 euros TGM. Donc, c'est 800 euros par jour, tu vois, que tu gagnes. Et donc, ça te fait en gros 8000 euros, 9000 euros super net par mois quand tu es en France. Et ça, donc, c'est avec les impôts français. Mais quand tu t'expatries, tu peux avoir des avantages et potentiellement, c'est 30% d'impôts que tu vas payer, c'est 40%, 50%. Ils peuvent potentiellement descendre à 5%, voire 0%. Et là, tu vas pouvoir taper potentiellement, mais si tu as une mission classique, tu vas être à 10 000 euros super net par mois, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà très très bien. Enfin, en vrai, c'est godlike. En fait, on peut s'arrêter là en vrai. 10 000 euros par mois, c'est top. Et si vraiment tu tryhards les missions freelance et tu veux toujours le meilleur TGM, tu peux monter genre à 16 000 euros super net par mois. Mais ce qui est godlike, tu vois, c'est un truc de fou. Mais ce qui est important, c'est de faire les bonnes actions parce que la plupart, c'est que aussi, le mec qui gagne 16 000 euros par mois, super net, il n'est pas forcément meilleur que le mec qui gagne 2 000 euros en CDI. C'est parce que nous, les développeurs, on a un truc, c'est que on est passionné, on adore coder. Moi, j'adore coder tous les jours, tu vois, j'adore ça. Mais du coup, on apprend des trucs techniques, on devient meilleur, on code mieux, on utilise toutes les techniques pour avoir des applications performantes, du clean code et tout. Mais en fait, on nous apprend pas à vraiment comment se vendre, comment bien faire quel choix faut faire en fait pour booster sa carrière. Du coup, la pire erreur en fait qu'un développeur Angular par exemple peut faire, c'est juste se concentrer sur le technique et ne pas apprendre à négocier, se vendre, etc. parce qu'il peut avoir beaucoup mieux. Ouais. C'est souvent l'erreur que les développeurs font. Et je me demandais aussi, dans tous les domaines en fait, tu as aussi l'aspect freelance, ok, tu vas gagner du coup 16 000 euros max. Est-ce que c'est possible dans le code par exemple de créer même du coup une agence Angular et du coup de passer à 30, 40, 50 000 parce que tu as créé une agence avec des développeurs en dessous de toi et tu as des clients et tout. Ouais, c'est possible, mais franchement, quand tu es développeur, je pense que c'est impossible. Pourquoi ? Parce que quand tu es développeur, tu es un mec, tu es un technicien. Tu n'es pas un marketeur, tu n'es pas un vendeur ou quoi. Et en fait, le game des ESN, tu vois, en France, tu as les ESN. C'est les entreprises qui embauchent des salariés ou des freelances pour les placer chez d'autres clients. Donc l'ESN, ce qu'elle fait, c'est trouver le contrat qui fait que tu as bossé pour ce client. Moi, je bosse pas en direct pour mon client, c'est une ESN qui m'a trouvé le contrat, qui m'a mis en relation, ça s'est fait. Du coup, ils prennent leur commission et c'est comme ça que tu peux gagner de l'argent avec une ESN. Okay. Mais en vrai, c'est ultra compétitif. C'est trop dur. C'est ultra dur. Je sais que par exemple, il y a des gens aussi, ils ont une agence, c'est pas du coup une ESM. C'est par exemple, toi tu t'appelles Gaëtan, tu dis à un mec, pas sur une mission un peu plutôt salarié à 35 heures, mais plus sur un truc en mode je veux une application mobile par exemple. Ouais. Tiens, je vais te la faire. Tu parles avec le mec, tu communiques avec le mec, c'est ton visage. Sauf que c'est pas toi qui fais la mission, toi t'embauches un mec qui fait la mission en gros. Ouais, ça c'est possible quand tu fais quelque chose au résultat. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un te demande, ok, code-moi ça. Ouais. Par contre, quand tu es en mode freelance, le freelance, c'est en fait tu intègres une équipe de développeurs dans une grande entreprise. Et là, en fait, tu peux pas vraiment déléguer. Ouais, là, c'est différent. C'est impossible. Genre, faut bien que tu te connectes au daily, faut bien que tu suives les sujets techniques. En plus, être développeur, c'est pas seulement coder. Être développeur, quand on est dans une entreprise, c'est être force de proposition, dire comment tu peux améliorer le produit, c'est former les autres développeurs. Enfin, ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire. Mais tu peux le déléguer, ça, uniquement. En fait, tu as deux types d'agences. Tu as l'agence qui place des gens chez des clients. Et du coup, ça, tu peux pas le déléguer. Enfin, c'est une personne, un bon développeur que tu places. Et après, tu as les agences qui font au résultat, effectivement. Là, genre, tu vas vendre un site web, tel site web, au forfait, tu vois. Ouais, là, ça peut être pas mal, ouais. C'est possible, mais même là, il y a énormément de concurrence. Parce que tous les développeurs, on veut faire ça, on veut développer pour de l'argent. Mais franchement, c'est ultra chaud. Moi, c'est pour ça que je le fais pas, parce qu'en plus, tu dois gérer des humains, tu dois faire le marketing, tu dois faire la vente. Et quand tu es développeur, tu es asocial, tu sais pas te vendre, tu sais rien faire. En fait, Rose, tu as l'impression qu'il faut juste coder. Non, sauf qu'en fait, le business, c'est pas coder. Coder, c'est juste créer le produit. Mais tous les développeurs peuvent faire ça. La partie difficile, c'est vendre, tu vois.
Ouais, et en plus, une agence, c'est pas non plus scalable de fou, donc Mais tu vas ça, pas forcément trop sortir de ce que tu veux sortir, justement, qui est d'échanger ton temps contre de l'argent. Tu vas juste potentiellement gagner plus, mais tu vas avoir plus de problèmes, tu vas peut-être travailler plus. Donc, c'est pas la solution, c'est juste une solution temporaire pour te faire gagner plus d'argent. Donc, je pense pas que ce soit très rentable en réalité. Et justement, mais pour toi, comment tu peux scaler? Enfin, c'est quoi comment tu peux réussir avec du YouTube Automatization? Comment tu peux faire plus que ce que tu as aujourd'hui, tu vois? Est-ce que du coup, l'agence pour YouTube Automatization, est-ce que c'est possible ou c'est pareil, c'est pas scalable? Qu'est-ce que tu peux faire? Dans YouTube Automatisation, c'est très facile de scale puisque c'est des vidéos que tu publies qui sont long terme et qui te rapportent de l'argent sur le long terme. Donc, à chaque fois que tu publies une nouvelle vidéo, c'est comme si à chaque fois tu achetais un nouveau bien immobilier en fait. Tu as une vidéo qui te rapporte ta vie. Donc en fait, au bout de 3 ans, si tu as 1000 vidéos sur ta chaîne, tu as 1000 vidéos qui font des vues tous les jours. Ça scale. En plus, ça fait effet boule de neige entre les vidéos. C'est-à-dire que plus tu as de vues sur tes anciennes vidéos, plus quand tu vas sortir une nouvelle vidéo, les anciennes vidéos à l'écran de fin, ils vont montrer ta nouvelle vidéo. Donc elle va commencer à faire plus de vues directes. Vu qu'elle va faire plus de vues directes, il va y avoir une audience qui va tester ta vidéo. Et donc si elle est qualitative, YouTube va la mettre en avant, etc. etc. Et ça fait vraiment un effet boule de neige. Donc ça scale très très facilement. Mais t'as pas besoin de mettre plus d'efforts pour scale, c'est juste une question de temps en fait. Et après tu peux mettre de plus en plus de vidéos, mais l'objectif c'est de publier des vidéos fréquemment et selon moi le nombre de vidéos parfait par semaine, si tu veux investir en ayant le montant parfait d'investissement pour rentabilité, c'est une vidéo tous les 3 jours. Tu peux faire une vidéo par jour, ça va être un peu moins rentable du coup, ou tu peux faire comme des grosses chaînes comme WatchMojo.com, faire 5 vidéos par jour, mais bien évidemment les 5 vidéos vont être bien moins rentables que s'ils faisaient une vidéo tous les 3 jours avec plusieurs chaînes YouTube, tu vois, par exemple. J'avais testé, bon moi je fais des vidéos YouTube aussi, mais je suis pas dans l'automatisation. Et du coup j'avais testé de faire genre 2 vidéos par semaine, et j'ai l'impression que c'est le bon chiffre en fait pour monter. Ouais. Si t'en fais une par semaine, je pense que c'est ok, mais si t'en fais plus par semaine, c'est beaucoup trop en fait. Genre YouTube a pas le temps de te faire connaître et de te faire monter. Genre si tu perds en rentabilité. Il faut savoir que j'ai beaucoup testé de faire une vidéo par semaine, et en fait, quand tu fais une vidéo par semaine, le temps d'une vidéo YouTube qu'elle meurt, on va dire en quelque sorte, c'est 3-4 jours. Donc ça marche pas parce que vu que tu fais une vidéo par semaine, le temps que tu republies une vidéo, ta vidéo est déjà morte et donc ça crée pas l'effet boule de neige. Ah oui, parce que ça veut dire qu'à la fin de la vidéo, en fait, où le mec il arrive au 3e jour de la durée de vie de ta vidéo, sauf qu'en fait, une fois que la vidéo elle est finie, il a pas d'autres vidéos en vie à regarder. Ouais, et même en fait, c'est ça. Aussi l'algorithme par exemple, si ta vidéo elle fait encore quelques vues parce qu'elle est pas morte et que tu l'as publiée il y a 3 jours et que tu en republies une, je sais pas pourquoi, mais l'algorithme va refaire des vues sur l'ancienne vidéo. Et du coup, l'ancienne vidéo va quand même continuer à faire des vues, etc. tous les 3 jours. Avec toutes les vidéos, ça crée un effet boule de neige. Si tu fais une par semaine, la vidéo fait des vues pendant 5 jours, elle en fait plus. Tu publies 2 jours après, fait des vues pendant 5 jours, n'en fait plus, etc. Et surtout sur le lancement des chaînes, c'est vraiment important de faire une vidéo tous les 3 jours. Parce que du coup, t'as pas l'effet boule de neige vu que la chaîne est nouvelle. Si du coup tu as déjà une chaîne, que tu as déjà un petit effet boule de neige, c'est ok de publier une fois par semaine. Mais il y a vraiment ce truc là de publier une fois tous les 3 jours qui fait une très très grosse différence, j'ai trouvé. Et tous les tests que j'ai fait l'ont montré en réalité. Et pour toi, c'est quoi la plus grosse erreur de quelqu'un qui fait du YouTube Automatization? Pourquoi il va pas fonctionner? La plus grosse erreur en réalité, c'est d'avoir sélectionné une mauvaise niche. Je pense que ça, c'est la plus grosse erreur. Donc aussi de faire des vidéos que tu as envie de faire et que les gens n'ont pas envie de voir. Il faut faire des vidéos que les gens ont envie de voir, pas forcément ce que tu as envie de faire. Ça, c'est vraiment erreur éliminatoire en gros. Et après, la deuxième erreur, c'est l'erreur typique du je vais réussir à gagner 10 000 € par mois dès le premier mois et au final, le premier mois, il n'y a pas de vue, j'abandonne. Ouais. Alors que c'est un truc long terme et qu'il faut pas penser comme ça du tout sur YouTube, quoi. Ouais. C'est marrant parce que, bon là, c'est dans le game YouTube Automatization, mais les 2 erreurs que tu as citées au début, c'est exactement les 2 erreurs que j'ai fait moi. C'est-à-dire que ouais. Moi, ça fait depuis 2018 que j'essaye de faire mon game en fait du YouTube, de partager mes connaissances, tout ça. Et j'ai commencé sur Meteor.js avant de passer sur Angular. Angular, en gros, c'est un des top 3 frameworks populaires dans le monde entier. Donc Angular, il y a du monde. Et moi, je suis parti sur Meteor et j'ai bossé sur Meteor pendant 5 ans, comme un gros débile, alors que t'as genre 300 développeurs en France en tout qui se battent là, en duel. Tu dois avoir 10 compagnies en France qui font du Meteor. Et j'ai fait du contenu là-dessus, j'ai fait des formations Udemy, j'ai fait des formations techniques sur mon site et tout. Je me suis pris la tête et en fait, le marché était trop petit. Je pouvais rien faire là-dedans. Et en plus, ça synergisait même pas avec mon activité de freelance. Parce que je faisais de l'Angular depuis des années. Et le deuxième truc, c'est le fait de faire des formations que personne ne veut. Je l'ai refait même, j'ai fait cette erreur en Angular. En Angular, j'ai créé une formation genre Angular SEO. Mais c'est très très spécifique, c'est ultra niche. Et en vrai, le besoin, il est bien, mais que pour certains trucs.
Mais en fait, vu que j'étais à fond dans ce sujet, tu vois, j'ai voulu faire une formation là-dessus, mais en vrai, les gens, ils veulent pas ça, tu vois. Les gens, ils veulent soit apprendre Angular techniquement, comment améliorer leur projet rapidement, soit ils veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour passer freelance, comment bien négocier leur salaire, leur CDI ou quoi. Ils veulent que ces deux choses. Mais ils veulent pas Angular SEO, je sais pas quoi. Donc, grosse erreur de ma part. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous lancer du coup sur YouTube automatisation, il y a une formation offerte juste en dessous. Donc tu cliques sur le lien, tu mets ton email et tu reçois des vidéos offertes pour apprendre à faire du YouTube automatisation et devenir libre et aller vivre à Bangkok comme nous. Avoir du temps, voyager, être dans un bon condo. Donc vas-y, tu mets ton email juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté. Ciao.